Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler du théorème de Cauchy. Et je vais en profiter pour parler de P groupe, de P silo et du premier théorème de Silo. Donc, en fait, avant de commencer le théorème de Cauchy, je vais faire une petite motivation. Donc, je vais déjà énoncer le théorème de Lagrange. Et je vais me poser la question s'il existe une réciproque du théorème de Lagrange. Donc, le théorème de Lagrange s'énonce de la façon suivante. Donc si je me donne, j'ai un groupe fini, et H un sous-groupe de G, alors l'ordre de G est égal à l'indice de H dans G fois l'ordre de H. Et on a un corollaire, on voit tout de suite un corollaire évident, qui un corollaire pour tout sous-groupe de H, l'ordre de H divise l'ordre du groupe, si le groupe est fini. Donc on a un corollaire. Et souvent, en fait, on mentionne dans la littérature le théorème de Lagrange comme suit. Pour tout sous-groupe de G fini, l'ordre de H divise l'ordre de G. Et en fait, on peut se demander si il existe une réciproque de ce corollaire. Donc la réciproque, ça serait naturellement si D, un diviseur, divise le cardinal de G. Donc l'ordre de G. Des fois je vais dire cardinal de G, des fois l'ordre de G, ça va varier, mais ça va être la même chose. Si D divise... Alors, existe-t-il un sous-groupe H dans G de cardinal D? Donc ça, c'est la réciproque. Et en fait, cette réciproque est fausse. C'est faux. En fait, le plus petit contre-exemple, c'est A4, le groupe alterné. Donc si je prends G égale A4, là je vais passer les détails, mais c'est juste pour donner un exemple rapide pourquoi cette réciproque est fausse. L'ordre de G, c'est 4 factoriel sur 2, donc 24 demi 12. Et si je prends un diviseur de 12, en particulier 6, donc là ça va pas marcher. 6 divise 12, pourtant A4 ne contient aucun groupe d'ordre 6. Donc pour tout H sous-groupe de A4, l'ordre de H est différent de 6. Donc ça veut bien dire que la réciproque du théorème de Lagrange est fausse. Mais en fait, on sent qu'il faut mettre une condition de plus pour qu'elle soit vraie. On va pas avoir une réciproque totale, on va avoir une réciproque partielle, avec une condition en plus. Puis on va changer un petit peu l'énoncé du théorème de Lagrange. Je vais plus considérer n'importe quel sous-groupe de G. Je vais en considérer un en particulier. Ça va être le sous-groupe engendré par un élément de G. Donc maintenant, je vais considérer H, le sous-groupe engendré par G, pour G quelconque dans grand G.
Ça, c'est G, l'ensemble qui contient G puissance 1, G puissance 2, jusqu'à G puissance l'ordre de G qui est égal à E. Donc l'ordre de G, hein, par définition, c'est égal au cardinal, hein, à l'ordre du sous-groupe engendré par G, ou de manière équivalente, la plus petite puissance positive qui donne l'élément neutre. Donc si je considère ça, le théorème de Lagrange s'énonce comme suit. Donc théorème de Lagrange va être modifié. Pour tout G dans grand G, l'ordre de G divise l'ordre du groupe, si G est fini. Hein, ça va être théorème de Lagrange modifié, hein, puisque le sous-groupe engendré par G est un sous-groupe de G. Hein, le groupe engendré par G est un sous-groupe de G. Ça se montre facilement. Mais là, je suppose que qu'on connaît déjà beaucoup de notions d'algèbre des groupes avant de regarder cette vidéo. Voilà. Et donc là, la réciproque, ça serait quoi? Si s'il existe un diviseur qui divise l'ordre de G, est-ce que l'ordre de G est égal à ce diviseur en particulier? Ça va être ça en fait la réciproque de ce théorème. Et en fait, ça va être vrai pas pour n'importe quel diviseur, ça va être vrai quand le diviseur est un premier. Voilà. Et c'est ça le théorème de Cauchy. Donc on se demande si P est un diviseur de l'ordre du groupe, existe-t-il un élément d'ordre P de ce groupe, dans ce groupe? Oui. Le théorème de Cauchy en affirme l'existence. Donc je vais énoncer le théorème de Cauchy, et ensuite je vais le démontrer. Alors, théorème de Cauchy. Donc c'est un théorème assez, on l'appelle des fois lemme aussi, hein. On l'appelle lemme ou théorème dans la littérature. Donc soit j'ai un groupe fini. C'est un lemme assez technique, et P est un premier. Il demande beaucoup de notions d'action de groupe. Parce qu'il y a plusieurs preuves de ce théorème, on peut le montrer par récurrence, mais il y a une preuve très belle qui demande des notions d'action de groupe. Donc si P divise l'ordre de G, alors il existera toujours dans grand G dans grand G un élément dont l'ordre de cet élément est égal à P. Voilà. Donc ça c'est le théorème de Cauchy. Donc j'ai dit qu'il fallait avoir des notions d'action de groupe. Donc il faut quand même savoir ce qu'est une action de G sur E, ce qu'est une orbite, ce qu'est un stabilisateur, savoir que la relation Y est dans l'orbite de X définit une relation d'équivalence, et les classes sont les orbites, etc. etc. Donc, je vais peut-être encadrer. Donc, je vais commencer la preuve. En fait, donc je vais considérer en preuve du théorème
Donc on se donne G, un groupe fini. G fini. Tel que l'ordre de G est au moins égal à 2, hein, puisqu'on P divise l'ordre du groupe. Donc si P divise B, P est nécessairement plus grand que... B est nécessairement plus grand que P. Et donc là, en particulier, l'ordre du groupe est nécessairement plus grand que P. Et le plus petit premier, c'est 2. Donc G est forcément plus grand que 2. Et soit P un premier. De toute façon, même si G est réduit à l'élément, même si G est égal à 1, même si l'ordre de G est égal à 1, le théorème de Cauchy reste vrai. Hein, mais même tout le temps vrai. C'est l'élément neutre, c'est un cas trivial qu'on n'a pas besoin de traiter. Hein, donc là, je vais noter SP, le groupe symétrique. Et je vais considérer sigma. Donc là, ça va être vraiment important. Sigma, je vais le revenir tout le temps. Il faudra bien comprendre ce que c'est. Ça va être le P-cycle, élément de SP. Donc là, en particulier, hein, SP, il a P factoriel élément. Hein. Sigma, ça va être le P-cycle. Donc le P-cycle, c'est quoi? Un cycle. Hein. Ça va être un cycle. 1 est envoyé sur 2, 2 sur 3, P-1 sur P, et P sur 1. Hein, c'est une permutation entre un élément de SP. P cycle. Et on va prendre H. Donc j'ai dit qu'il fallait connaître les actions de groupe. Donc je vais bien définir une action de groupe. On va prendre H, le sous-groupe engendré par sigma. Hein, le sous-groupe engendré par sigma. Donc ça va être quoi? Ça va être l'ensemble des sigma, sigma puissance 1, sigma puissance 2, jusqu'à sigma puissance P, qui va donner l'élément neutre. Hein, je rappelle qu'un P cycle, ou un N cycle en général, son ordre est toujours égal à N, donc la P en particulier. Si je fais appliquer sigma puissance P, je vais retomber sur l'élément neutre. Okay, donc j'ai l'ordre de H, hein, c'est P. D'autre part, je vais définir E comme l'ensemble des P uplets. Donc pour faire agir un groupe, pour avoir une action de groupe, il faut avoir un ensemble et un groupe. Et ensuite, on fait agir notre groupe sur notre ensemble. Donc là, mon ensemble, ça va être X1, ça va être le P uplet, qui vit dans G puissance P, donc le G qu'on s'est donné, tel que, il faut que mon P uplet vérifie une condition cruciale, ça va être X1, X2, donc fois, donc là ça va être l'opération de groupe dans G, jusqu'à XP dans l'ordre des indices est égal à l'élément neutre de G. Donc, où E est l'élément neutre de G. Et là, je vais affirmer la chose suivante. H agit sur E. Mais il faut bien que je définisse une loi. Hein, faut que je définisse un groupe, un ensemble et une loi. Donc, via la loi, l'opération suivante. Donc, je me donne le groupe E. Et je dois rester dans E. Donc, un élément de H, c'est un élément de la forme sigma puissance K. Hein, où K est entre 1 et P. Bon, là, j'ai écrit la même chose, j'ai écrit sigma et sigma 1, mais bon, vu que selon Cantor, un ensemble est une collection non ordonnée d'éléments, il n'y a pas de souci. Hein, on peut le répéter aussi. Bon,
Bon, peu importe, on s'en fout, ce que je dis. Bon, un élément de H, c'est un élément de la forme sigma puissance k, avec k positif. Donc je vais poser juste là k positif. C'est un antinaturel positif. Et E, ça va être un PU-play. Et mon opération va être définie de la façon suivante. Ça va être x sigma 1 jusqu'à x sigma p. Et je vais la noter. Je vais la définir comme... donc ça, là, elle est définie comme ça. Et je vais la noter comme sigma t, sigma puissance k, étoile x. Je vais la noter comme ça. Voilà, donc elle est définie comme ça. Mais il faut quand même vérifier que H agit bien, opère sur E. Hein. Donc il y a quoi? Il y a deux choses à vérifier pour vérifier une action de groupe. La première chose à vérifier, c'est que pour tout x dans E, l'élément neutre de H agit trivialement sur x. Et la deuxième chose à vérifier, c'est que si je me donne deux éléments distincts dans H et un dans E, il doit avoir une sorte de demi-associativité. Donc si je me donne deux éléments distincts, je me donne dans H, je me donne deux puissances distinctes, hein, vu que c'est un sous-groupe engendré, un sous-groupe cyclique. Donc je me donne deux puissances distinctes positives. On doit avoir la relation suivante. Donc sigma puissance J étoile. Donc là, quand je parle d'étoile, je parle toujours de l'application que j'ai définie précédemment. Composé avec sigma puissance K et sigma puissance étoile X, ça va être égal à sigma puissance J, composé avec sigma puissance K, étoile X. Ok? Donc en fait, quand je vais parler de mon groupe, je vais dire le mot des opérations dans mon groupe, je vais dire le mot composé. Et quand je vais parler de l'action de groupe, je vais dire le mot étoile. Comme ça, on ne va pas se confondre. Quand je suis dans mon groupe et quand je fais agir mon groupe sur mon ensemble. Ça va être intéressant de pas se tromper sur ça. Ça va être important plutôt. Donc en fait, le premier point, hein, il est trivial. Donc je me donne un élément dans E. L'élément neutre dans le groupe symétrique, c'est l'identité, hein, la permutation identité. En particulier, donc dans son groupe engendré par sigma, c'est aussi la permutation d'identité. Donc E étoile X, c'est rien d'autre que l'identité étoile X. Mais par définition, comme je l'ai défini tout à l'heure, ça va être quoi, hein? X il vit dans E, donc c'est un PU-play. Hein. Ça va être le PU-play, XI, avec chaque I entre 1 et P, appliqué à l'identité. Donc ça va être X identité de 1, jusqu'à X identité de P. Mais l'identité de I donne I pour tout I. Donc c'est X1 jusqu'à XP. Et ça, c'est bien X. Donc, j'ai pas envie d'utiliser le mot trivial, puisque rien n'est trivial. Tout a une explication. Mais là, oui, je peux utiliser le mot trivial. Donc, le point 2. Donc, je me donne deux éléments distincts dans mon sous-groupe engendré par sigma. Donc, deux puissances distinctes. Donc, soit K et J positive, et soit X dans E. Calculons. Sigma K étoile X composé étoile sigma J. Hein, donc sigma J étoile sigma K étoile X. Donc, ou toujours X est dans E, donc c'est toujours un PU-play. Donc ça, par définition, c'est sigma J puissance J. Alors, je vais pas dire tout le temps sigma puissance J. Des fois, je dis sigma J. Comme on a l'abus de notation de dire
x2 au mieux de x puissance 2, mais bon. C'est vrai que je devrais toujours dire sigma puissance j. Donc ça par définition c'est x sigma k de 1 jusqu'à x sigma k de p. Voilà. Et là, pour peut-être des raisons pédagogiques, hein, ça va ça va avoir aucun impact dans ma preuve, mais c'est juste pour bien comprendre les choses. Je vais poser yi égale x sigma puissance k de i pour tout k entre 1 et p. Et là, en fait, ça va être plus simple. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a des fois, après, appliquer ça à ça, je sais pas si je mets le k plus j ou je mets le sigma j à la place du 1. C'est un peu limite, quoi. Mais en faisant ce changement de variable, ben on va vite voir les choses, ça va être simple. Donc ça reste. Donc là, tous les x sigma puissance k de i se remplacent par du yi. Donc ça, c'est égal aussi à y. Donc par définition de mon application de l'action de groupe, c'est y à y sigma j de 1 jusqu'à y indice sigma p, j de p. Hein, là, c'est un j. Et là, je vois très bien que ça, c'est vrai pour tout i. Donc en particulier, c'est vrai pour i égale à sigma j de i. Hein, donc y, parce que j'ai posé là, par mon changement de variable, y sigma puissance j de i, j'ai juste à remplacer mon i ici. Donc c'est x indice sigma k de sigma j de i. Voilà. Donc ça, c'est égal à x sigma k de sigma j de i jusqu'à x de sigma k de sigma j de i. Donc là, j'ai la composition de deux permutations. Je peux l'écrire avec ma composition, la notation, hein, parce que je rappelle que je sais pas si j'ai... Là, c'est à part, hein, mais si j'ai f de g de x, c'est f de rond de g appliqué à x. Donc là, je vais l'écrire comme ça. Qu'en fait, des sigma, c'est rien d'autre que des fonctions, hein, dans notre cas. Hein, les permutations, c'est rien d'autre que des fonctions. Donc, ce qui motive aussi cette notation-là, la composition de fonctions. Donc, c'est x sigma k sigma j de 1. Donc, sigma k de sigma j de p. Ah bah là, c'est plus des i, hein, je suis bête. C'est des 1 et p. Jusqu'à p, hein, c'est y compris entre 1 et p. Et en fait, arrivé là, en fait, j'avais pris la preuve d'un autre youtubeur que je vais mettre dans la description de la vidéo. Mais en fait, il n'avait pas la même action de groupe que moi. Et arrivé là, je me suis dit, ah bah mince, c'est pas dans le bon ordre. Là, j'ai sigma puissance k composé avec sigma puissance j. Et je dois arriver à sigma puissance j composé avec sigma puissance k. Mais en fait, il n'y a pas de souci, puisque mes sigma vivent dans un groupe cyclique. Donc en particulier, mon groupe est abélien. Donc je peux échanger tous mes sigma k, je peux les faire commuter. Donc puisque il est abélien, il n'y a aucun souci à les faire commuter. Voilà, je fais commuter mes sigma puissance j avec mes sigma puissance k. Et ça, c'est exactement par définition
x, sigma puissance j composé avec sigma puissance k appliqué à x. Donc ainsi, on a montré que H agit bien sur E via l'opération. En fait, il y a un dernier truc à montrer que j'ai pas dit, c'est que en fait, E est bien stable sous l'action du groupe. Que cet élément-là, hein, que mon opération est bien définie. Que cet élément-là est bien un élément de E. C'est pas évident, hein, si X appartient à E. Donc montrons quand même. Hein, montrons que si X est dans E, alors sigma puissance K composé avec X appartient à E. Pour tout cas strictement positif. En fait, ça je vais faire par récurrence. Ça marche bien. Et je trouve qu'il n'y a pas trop de soucis. En fait, donc je vais montrer la récurrence. Donc l'initialisation. Donc là, pour k égale 1. Donc je dois montrer que si x est dans E, donc alors plutôt je vais me donner soit un élément dans E, montrons que sigma étoile x est dans E. Alors, bah en fait, si x est dans E, donc x est dans E, ça veut dire que x1 fois x2 fois jusqu'à xp est égal à l'élément neutre. Hein, ça veut dire ça, être dans E. Hein. Je vous rappelle que mon ensemble E, c'est celui-là. Mais là, je vais multiplier à droite par x1. Multiplions à droite par x1. On a alors x1 fois x2 jusqu'à xp fois x1 est égal à x1. Et on va multiplier à gauche par x1 moins 1. Et on obtient donc que x2 fois x3 jusqu'à xp fois x1. Donc là, si je multiplie par x1 moins 1, je retombe sur l'élément neutre. Donc ça veut dire quoi par définition de mon ensemble E? Ça veut dire que le PUPLay x2, x3, jusqu'à xp, x1 est un élément de E. Mais ça, en fait, c'est exactement sigma étoile x. Hein, vérifions-le. C'est sigma composé avec le PUPLay x1 jusqu'à xp, hein, vu que x est dans E. Et donc ça va être x1 10 sigma de 1 jusqu'à x1 10 sigma de p. Je rappelle que sigma, hein, c'est la permutation, le p-cycle qui envoie 1 sur 2, 2 sur 3, p-1 sur p, p sur 1. Donc x sigma de 1, ça va sur x2, etc., etc. X sigma de p-1, donc celui qui est juste avant x sigma de p, bah, il est envoyé sur p. Et x sigma de p, il est envoyé sur 1. Donc on a bien ça. Donc l'initialisation est vérifiée. Ok, pour l'initialisation. Et la récurrence, hein, ça va être très simple. Donc en fait, la récurrence, je vais supposer mon hypothèse de récurrence. Donc sigma puissance k étoile x
appartient à E pour un cas fixé. Montrons donc un cas fixé, hein, donc je posais quand même un soit x dans E. Montrons que sigma puissance k plus 1 étoile x est dans E. En fait là c'est étonnant, je vais utiliser le point 2 que j'ai vu tout à l'heure. Donc je vais partir de ça, je vais calculer sigma puissance k plus 1 étoile x. C'est égal à quoi? C'est égal à sigma puissance 1 composé avec sigma puissance k étoile x. Et là j'utilise le point 2 que j'ai montré tout à l'heure, hein. Celui-ci. C'est rien d'autre que sigma étoile sigma k étoile x. Mais ça, par hypothèse de récurrence, c'est dans E. Donc je fais l'opération sigma étoile de quelque chose qui est dans E. Mais ça, j'ai montré par l'initialisation que c'était aussi dans E. Donc ça, c'est par hypothèse de récurrence. Et ça, c'est par initialisation. Donc sigma de k plus 1 étoile x est dans E pour tout k. Ouais, et dans E, voilà, c'était ça. Et donc là, la conclusion, hein, c'est que si x est dans E, alors sigma puissance k étoile x est dans E, pour tout k cette fois. Et ainsi, E est stable sous l'action du groupe. Donc j'ai passé vraiment une demi-heure à montrer que c'était une action de groupe. C'est là, j'ai vraiment détaillé, j'ai vraiment fait ça bien, mais en vrai, c'est clair. C'est vraiment, c'est trivial. Non, je rigole, c'est pas trivial, mais eh bien sous l'action du groupe. Donc du groupe engendré par sigma. Voilà. Que j'avais défini comme H. Voilà. Donc après avoir montré ça, hein, je vais pouvoir passer à ce qu'on sait sur les actions de groupe. Donc déjà, je vais considérer le stabilisateur de H, de sigma. Le stabilisateur est tout le temps un sous-groupe de H. Donc en particulier, ça implique que l'ordre du stabilisateur par Lagrange divise l'ordre de H. Mais l'ordre de H, hein, j'ai dit que c'était P. Hein, c'est le sous-groupe engendré par sigma, le sous-groupe engendré par le P-cycle. Et l'ordre d'un P-cycle, c'est toujours le nombre P. Donc en fait, un nombre qui divise un premier, il est forcément égal à 1 ou P. Donc le stabilisateur, il est égal à 1 ou P. Et maintenant, je vais utiliser la formule des orbites qui dit la chose suivante, que je peux écrire le cardinal de H toujours comme l'ordre de H comme l'ordre du stabilisateur fois l'ordre des orbites. C'est la formule des orbites. Et donc en divisant par stab de x, cette égalité est équivalente à que l'ordre des orbites, l'ordre de l'orbite de x, donc ça c'est pour tout x dans E, sur stabilisateur de x est égal à l'ordre de h. Mais l'ordre de... non, c'est pas égal à ça. Là, je fais une division, je rate une division programme d'enfant de 14 ans. Bravo, Maximilien.
Super. Ça c'est bien. Super bien ça. Voilà. L'ordre de H est égal à P. Donc ça reste ça. Mais ça c'est égal à 1 ou P. Donc c'est égal à 1 ou P. Donc ça c'est égal à... En somme, le cardinal des orbites est égal à 1 vaut soit 1 ou soit P. Donc le cardinal de H de X vaut soit 1, soit P. En somme, ou en d'autres termes, les orbites sont donc soit réduits à un point, soit réduits à P points. Et en fait, on sait que l'ensemble des éléments de E dont l'orbite est réduit à un point, en fait, c'est le fixateur. Et en fait, je vais essayer de déterminer ce qu'est mon fixateur. Donc le fixateur, ça s'appelle, on le note comme ça. Donc on met toujours le groupe en dessous, l'ensemble en dessous puissance le groupe. Ça va être l'ensemble donc des orbites réduits à un point. Donc l'ensemble des x dans E, tel que si j'applique sigma à x, je retombe sur x. Donc je vais essayer de déterminer plus explicitement quels sont les orbites réduits à un point. Donc déjà, si x il est dans H, donc soit x dans le fixateur, pas dans H, en particulier il est dans E. Donc on a déjà que x1 fois x2 jusqu'à xp est égal à l'élément neutre. Ça c'est déjà un fait. Ensuite je vais plutôt étudier le tel que. Donc j'ai aussi dans un deuxième temps que sigma puissance k étoile x est égal à x. Ça c'est équivalent par définition de mon opération que c'est égal à x sigma de k puissance 1 jusqu'à x sigma de k puissance p qui est égal à x1 jusqu'à xp. Voilà. Là, on a égalité de 2 PU-play, donc chaque composante sont égales. Donc x sigma de k1 est égal à x1 plus k x sigma de kp est égal à xp. Et en fait, ça va être vrai. Ça va être pour tout k. x1 est égal à xp. En fait, toutes les composantes vont être égales entre elles. Ça, on peut facilement se le convaincre. Vous testez pour k égale 1, ça va être le k en fonction de sigma, k égale 2, k égale 3. On peut également faire une récurrence, mais si vous voulez qu'on refasse tout le développement avec les récurrences comme elles sont longues avec moi, on va pas s'en sortir. Donc, si on réunit ça, donc disons 2 là avec 1 là, on obtient que, par exemple, que x1 puissance p égale à e, mais aussi que x2 puissance p est égal à e, etc. Donc en fait, le fixateur de mon action de groupe, ça va être juste l'ensemble des x dans E tel que x puissance p est égal à E. Donc 1 et 2 impliquent que xi puissance p est égal à E pour tout i compris entre 1 et p. Donc ça implique que E puissance h, donc le fixateur de E par h, c'est l'ensemble des x dans E tel que x puissance p est égal à E. Et donc là, je vais utiliser la formule des classes, puisqu'en fait, je sais que si je note mes orbites de la façon suivante, donc si je donne par exemple h x1 jusqu'à hxr, mes orbites de h2 distinctes, orbite 2 à 2
distincte, puisqu'en fait y, enfin être dans l'orbite, si y est dans l'orbite de x définit une relation d'équivalence, et que les classes d'équivalence sont les orbites dites, puisque g est fini, et c'est là où on utilise en fait que l'hypothèse, c'est là en fait, c'est important, c'est là où on utilise l'hypothèse que g est fini. E est fini. Enfin, si G est fini, G puissance P est fini. Et puisque E est un sous-ensemble de G puissance P, E est fini. Donc puisque E est fini, et que H agit sur E, je peux en fait partitionner E comme avec mes classes d'équivalence. Donc E, je peux le partitionner avec mes orbites. XI. Et ainsi, je peux obtenir le cardinal de E. Donc là, je rappelle vraiment un peu des notions élémentaires d'action de groupe. Hein. C'est égal à la somme des I égale 1 à R. Je rappelle presque la preuve de la formule des classes. Voilà. Enfin, après, la formule des classes, ça fait intervenir la formule des orbites. Mais voilà. Donc, en fait, je peux obtenir le cardinal de E comme la somme des orbites disjointes, la somme de l'ordre des orbites disjointes 2 à 2. Donc, qui forme une partition de E. Là, il y a 1. Et en fait, là, je vais séparer mes orbites. Je vais séparer ceux en fait, qui ont un élément, qui sont réduits à un point, et les autres. Donc, je vais avoir ceux qui sont réduits à un point et les autres. Donc, ceux qui sont réduits à un point, c'est rien d'autre que le cardinal du fixateur. Donc, ça va être E puissance le cardinal du fixateur, plus les autres. Donc, et les autres, c'est ceux qui sont réduits à P points. Puisque, en fait, si j'ai fait tous ces calculs avant, c'était pour montrer aussi que le cardinal de l'orbite est égal à P ou à 1. Donc les autres sont réduits à P points. Donc je vais avoir le cardinal de E puissance H, le fixateur plus, donc ils sont juste égaux à P. Et maintenant si je notais le nombre d'orbites de cardinalité égale à P, donc si je notais le nombre d'orbites cette égalité devient et ensuite je vais isoler ça, le fixateur. Ça va, comme ça, hop. Et après, je vais essayer de déterminer ce que c'est le cardinal de E. Donc ça, c'est peut-être pas évident. E, je vous rappelle que c'est l'ensemble des x1 jusqu'à xp, les puplets, dans g puissance p. Donc c'est un sous-ensemble de g puissance p qui vérifie ça. En fait, je peux définir une bijection entre g puissance p-1 et E. Donc je vais définir une bijection E, hop, qui va prendre jusqu'à donc P-1 uplet,
un P-1 uplet et qui va l'envoyer dans un P uplet défini comme ça. Et F définit une bijection. Ça, on peut vérifier facilement, elle est injective. En fait, elle atteint même plus, elle atteint G puissance P. Donc en particulier, vu que E est contenu dans G puissance P, elle atteint E, donc elle est surjective, et elle est injective, donc elle est bijective. On peut vérifier ça facilement. F est bijective. Donc au sens de la théorie des groupes, G puissance P-1 est équipotent à E. Donc en particulier, le cardinal de E est égal à G puissance P-1 du cardinal. Le cardinal des exposants est égal à l'exposant du cardinal. Voilà. Donc E est égal à G puissance P moins 1. Donc si je reviens avec l'égalité là, je vais juste remplacer E par ça. Donc j'ai le cardinal du fixateur qui est égal au cardinal de G puissance P moins 1 moins TP. Ok ? Et c'est là où j'utilise ma deuxième hypothèse du théorème de Cauchy. Hein, on faisait deux hypothèses, que G était un groupe fini. On l'a utilisé une fois déjà là, pour faire une partition de E. Et on va l'utiliser la deuxième fois ici, tout à la fin de notre démonstration, que P divise l'ordre de G. Donc on a cette égalité là. Donc celle-ci, on a fait tout notre développement pour obtenir ça. Hein, où je vais peut-être rappeler ce que c'est mon fixateur. Mon fixateur, c'est E puissance H. C'est l'ensemble des X dans E, tel que X puissance P est égal à E. Voilà. Donc, P, par hypothèse, P divise l'ordre de G. Donc en particulier, donc ça implique que P divise toute puissance 2 de l'ordre de G. Donc P divise l'ordre de G puissance P-1. Donc ça c'est en particulier. Et aussi d'autre part, P divise tout multiple de P. Donc P divise TP. Et ça implique que P divise l'ordre du fixateur. Hein, si je pose ça A, si je pose ça B, P divise A et P divise B, ça implique en particulier que P divise A moins B. Un résultat plus fort viendrait à dire que P divise toute combinaison linéaire de A et B. Hein, ou P divise alpha A moins bêta B pour alpha, c'est pas alpha, c'est gamma. Non, c'est pas gamma. Bon, je sais pas, mais on va mettre alpha. Je suis vraiment désolé vu que je connais même plus. Il est tard, je confonds des fois mes lettres grecques. Avec alpha et bêta des entiers. Donc si je pose alpha égale 1 et bêta égale à moins 1, on a bien ça. Bon là je digresse, je fais une petite digression, mais bon, peu importe. Donc on a le résultat important suivant, que P divise le fixateur de E par l'action H. Donc l'ensemble des orbites réduit à un seul élément. Et en fait là on va conclure, enfin. En fait, EH il est non vide hein, déjà, puisque il contient E. Hein, je rappelle encore EH, c'est l'ensemble des X dans E,
tel que x1 jusqu'à xp est égal à e. Et non vide. Et puisqu'on a montré que P divise le cardinal de H, donc ça c'est hyper important, ça implique que le cardinal du... pas le cardinal de H, hein, le cardinal du fixateur, est plus grand ou égal à P, nécessairement. Hein. Pour que P divise B, encore une fois, il faut que B soit plus grand que P. Mais sauf que P c'est un entier. Donc il appartient à 2, 3, 5, 7, 11, etc. Donc le cardinal du fixateur est forcément plus grand ou égal à 2. Donc avec ça et ça, en fait, il existe forcément un G ou un X dans E dans le fixateur, tel que X est différent du neutre, puisqu'il est au moins égal à 2. Si X est différent de E, l'ordre de X est différent de 1. Mais aussi parce que j'ai encadré en... Non, puisque X... Oui, il existe un X dans le fixateur. Ça implique que X puissance P est égal à E, hein, par définition du fixateur. Donc ça implique que l'ordre de X divise P. Hein, est-ce que cette application est claire? Oui. Puisque l'ordre de X, hein, c'est le sous-groupe, c'est la plus petite puissance positive qui donne l'élément neutre. Mais c'est la plus petite en particulier. Enfin, c'est la plus petite, mais il y a d'autres puissances qui donnent l'élément neutre. Par exemple, si l'ordre de X est égal à P, bah, on peut avoir X puissance 2P, c'est aussi égal à E. Et X puissance 3P, parce qu'en fait c'est un groupe cyclique, donc on fait des tours. Donc en particulier, l'ordre de X divise P. Et par ces deux points, l'ordre de X divise P et l'ordre de X est différent de 1. Les seuls diviseurs de P, c'est 1 ou P. Donc vu que là il est différent de 1, l'ordre de X est égal à P. Donc on a bien montré l'existence d'un élément dans G, hein, si on fait un rename, donc il existe bien un élément dans petit g dans grand G, tel que l'ordre de G est égal à E. Voilà. Donc ce qui démontre, ce qui finit le théorème de Cauchy. Donc maintenant avoir fini de démontrer le théorème de Cauchy, donc je pense que je l'ai assez bien détaillé pour qu'on comprenne. Peut-être que j'ai fait quelques petites erreurs en parlant ou en écrivant, mais je vais voir peut-être après. Je vais définir ce que c'est un P-groupe. Donc définition. Puisqu'en fait, mon objectif, ça va être de faire le lien. En fait, l'objectif de cette vidéo... Il y a une mouche qui m'énerve. L'objectif de cette vidéo, c'est de montrer quand même que le théorème de Sylow est une généralisation du théorème de Cauchy. C'est vraiment ça l'objectif de cette vidéo. Donc pour montrer ça, il faut déjà que je définisse ce que c'est un P-Sylow. Et pour définir ce que c'est un P-Sylow, il faut que je définisse ce que c'est un P-groupe. Donc un P-groupe. Donc définition, donc soit j'ai un groupe. Là, on ne demande pas, pour définir ce qu'est un P-groupe, on ne demande pas que G soit fini ou infini. Soit fini en particulier. Il peut être fini ou infini, ça ne va pas intervenir dans la définition d'un P-groupe. Et soit P un premier. Alors G est un P-groupe. Si, pour tout
petit g dans grand G, l'ordre de G est égal à P puissance n. Donc si tout élément a pour ordre une puissance de P, hein. Un P groupe est un groupe si tout élément de ce groupe a pour ordre une puissance de P. Voilà. Hein, où je rappelle, ça c'est l'ordre, c'est le cardinal du sous-groupe engendré par G. Voilà. Et en fait, il y a une définition équivalente, enfin il y a une définition dans le cas où G est un groupe fini. Mais là, je vais l'énoncer comme une proposition. Donc là, soit G un groupe fini. Alors G est un P groupe, si et seulement si l'ordre de G s'écrit comme une puissance de P. Et ça, justement, ça utilise le théorème que je viens de montrer, le théorème de Cauchy. Bon, il y a un sens plus facile qu'un autre. C'est de droite à gauche. Donc supposons que l'ordre de G est égal à P puissance n, avoir G un P groupe. Donc selon ma définition, avoir que tout élément de G a pour ordre une puissance de P. Avoir G un P groupe. Pas forcément le même, hein, mais il faut que ce soit une puissance de P. Justement, c'est important de comprendre que c'est pas forcément puissance n. Et en fait, on va se donner un élément quelconque dans grand G. Donc montrons que l'ordre de G est une puissance de P. Alors, l'ordre de G est une puissance de P. En fait, faut juste remarquer par Lagrange que l'ordre de G divise l'ordre de petit g divise l'ordre de grand G, mais l'ordre de grand G par hypothèse est égal à P puissance n. Donc si un nombre divise P puissance n, ce nombre est une puissance de P avec là, cette puissance que je vais appeler K, elle est comprise entre 0 et n, forcément. Donc l'ordre de G est bien une puissance de P, on s'est donné un G quelconque. Donc G est un P groupe. Maintenant, la réciproque. Donc je vais supposer que G est un P groupe. Montrons que l'ordre de G est une puissance de P. Bon, n. Je vais pas rappeler que n était un entier positif, un entier relatif, non, un entier naturel, mais c'est clair. Mais là, je le rappelle. Là. Donc là, en fait, je vais écrire l'ordre de G. Puisque G est fini, je peux l'écrire comme P puissance n fois S, où P et S sont premiers entre eux. Et là, en fait, je dois avoir... là, je crois que j'ai pas dit... Ouais, dans la définition de mon P groupe, c'est important, N, c'est un antinaturel. Il est compris entre 0 et l'infini. Donc là, je dois avoir S égale 1. Forcément. Pour montrer ça,
faut que j'ai S égale 1. Comme ça, j'aurai l'ordre de G qui est la P puissance N. Donc je vais supposer par l'absurde que S est différent de 1. Ok? Donc ah oui, là, peut-être que je dise que ça, c'est un entier positif S. Ça, je peux le décomposer par le théorème fondamental de l'arithmétique. Je peux le décomposer comme produit de facteurs premiers. Et j'en garde juste 1 avec ma puissance maximale. Et je mets le reste entier à droite. Donc supposons ad absurdo. Supposons que S est plus grand que 1. On va arriver à une contradiction. Il est strictement plus grand que 1. Et puisque S est strictement plus grand que 1, il existe forcément un premier Q. Donc il existe forcément un premier Q. Premier Q. Tel que Q divise S avec Q distinct avec P. Ok, donc puisque j'ai supposé que S était strictement plus grand que 1, je peux me donner cette existence-là. Forcément. Et donc là, je vais juste faire la remarque que si Q divise S et comme S divise le cardinal de G, par transitivité de être divisible par, hein, puisque être divisible par, c'est une relation d'équivalence, donc en particulier elle est transitive, Q divise l'ordre de G, le grand G, et là je vais appliquer le théorème de Cauchy avec Q. Si j'ai pris Q, c'est pas pour rien, hein, parce que ça nous fait rappeler le C de Cauchy, c'est la même prononciation. Non, en fait, c'était un hasard. Bon, peu importe, on s'en fiche. Donc j'applique le théorème de Cauchy avec Q. Donc il existe un G dans G, donc en G, tel que l'ordre de G est égal à Q. Mais G est un P-groupe, par hypothèse. C'est quoi être un P-groupe? Ça veut dire que on peut écrire Q comme une puissance de P. Mais ça, c'est impossible vu que Q et P sont distincts. On a une contradiction. Si on suppose contradiction, si on suppose S strictement plus grand que 1. Donc S égale 1. Donc ainsi, dans le cas des groupes finis, être un P-groupe est équivalent à dire qu'il s'écrit comme une puissance de P. Et d'ailleurs, c'est souvent la définition qu'on donne, puisque quand on fait la théorie des groupes, qu'on parle de P-groupe, on l'étudie dans le cas des P-groupes finis, des groupes finis, et on va donner souvent la définition d'un P-groupe comme un groupe dont l'ordre du groupe est égal à une puissance de P. Voilà. Bon, peu importe. Définition. Donc, soit G un groupe fini. Donc là, on fait les groupes, les P-silos. On définit les P-silos que dans le cas des groupes finis. Alors, soit G un groupe fini et P un premier. Un premier tel que P divise l'ordre de G. Donc on peut notons l'ordre de G comme P puissance n fois S, avec n donc un entier strictement positif, et S un entier strictement positif. Et aussi, on demande que PS soit premier entre eux. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est possible par le théorème fondamental de l'arithmétique. Donc on va dire que H dans G est un P-silo de G
si l'ordre de H est égal à P puissance N. Donc autrement dit, un P silo de G est l'élément maximal de l'ensemble des P groupes de G, au sens de l'inclusion. Voilà. Et donc là, je vais maintenant énoncer le théorème de Sylow, le premier théorème de Sylow, en fait, qui va rejoindre intrinsèquement le théorème de Cauchy, on va le voir après. Donc, premier théorème de Sylow. La démonstration, elle va être longue et assez technique, encore plus technique. Enfin, pas technique, c'est pas tellement technique le mot, mais c'est une notion assez compliquée. Donc le premier théorème de Sylow, il affirme que tout groupe, avant de parler de démonstration, il faut peut-être que j'énonce le théorème, tout groupe fini a un P Sylow, donc possède un P Sylow. Voilà. Alors je vais le démontrer. Donc déjà, en fait, je vais déjà exclure le cas trivial tout le temps. Hein. Parce que si G égale à l'ensemble vide, pas l'ensemble vide, l'ensemble qui contient l'élément neutre, alors c'est clair. Hein. Il admet un P Sylow, on prend par exemple H est égal à E. Est égal à E l'ensemble vide. Donc là, c'est clair. Donc je vais exclure le cas G réduit à l'élément neutre. Donc je vais supposer que K est strictement plus grand que 1. Donc s'il est strictement plus grand que 1, je peux écrire l'ordre de G comme P puissance N fois S, avec N toujours un entier strictement positif, et S un entier strictement positif, où le PGCD de P avec S est égal à 1. Ils sont premiers entre eux, tel que S ne divise pas P. Et donc ainsi, P puissance N, puisque j'ai pu écrire ça comme ça, P puissance N divise l'ordre de G. En fait, c'est le fait que P puissance N divise l'ordre de G, que je peux écrire l'ordre de G, est égal à P puissance N fois S, par définition, où S est un entier. Hein, ça se rejoint. Donc en fait, je peux, en excluant ce cas trivial, je peux donc toujours en notant P puissance N la puissance maximale de G. Hein. Je peux reformuler le théorème de Sylow ainsi. Donc je vais le reformuler. Donc théorème de Sylow. Donc toujours soit G un groupe fini. Et P un premier. Si P divise l'ordre de G, et P puissance N, je parle, si P puissance N divise l'ordre de G, et que c'est bien la puissance maximale de G, hein, P puissance N est la plus grande puissance de P qui divise G, donc je vais le noter ça comme ça, tel que P et P puissance N ne divisent pas G, alors G admet un P Sylow. Donc il existe un S dans G, tel que le cardinal de S est égal à P puissance N. Donc voilà, là j'ai reformulé le théorème de Sylow. Et avec cette reformulation, on va montrer celui-ci, il est équivalent, hein, si on exclut l'ensemble. Avec cette reformulation, ça va être plus facile de le prouver. Donc prouvons-le. Et en fait, on va faire une récurrence sur G. Donc preuve.
récurrence, par récurrence. Ça va être une preuve par récurrence assez pas simple à comprendre. Donc, supposons, donc soit G un groupe fini et P un premier, je vais pas écrire. Souvent, quand on met soit dans le théorème, on n'a pas besoin de le remettre dans la preuve. Par contre, si on met, c'est une question de formalisme presque, mais par contre, si on met si G est un groupe fini et P un premier, là, on remet dans notre preuve nos soit. Mais bon, c'est juste du blablatage, du bavardage, quoi. Donc, supposons que P puissance n divise le cardinal de G et que c'est la puissance, la plus grande puissance de P qui divise G. Voilà, ça c'est important. Donc ça c'est notre supposition. Ok, on va faire une récurrence sur le cardinal de G. Alors la plus petite valeur que peut prendre le cardinal de G, l'ordre de G, c'est P puissance n. Et dans le cas n égale 0, dans le cas n égale 1, vu qu'on avait exclu l'ensemble, le groupe vide, le groupe qui contient l'élément neutre, on a comme initialisation G égale, le cardinal égale à P. Donc, et ça c'est clair. Bon, si le cardinal de G égale à P, G contient un P silo lui-même. Hein. G contient un P silo lui-même. Donc l'initialisation n'est pas très intéressante. Donc je vais passer à l'hypothèse de récurrence, au pas de récurrence. Donc l'hypothèse. En fait, je vais supposer que le théorème est démontré pour tous les groupes inférieurs à l'ordre de G. Donc hypothèse. Supposons que pour tout K groupe, tel que l'ordre de K est strictement inférieur à l'ordre de G. Donc je suppose le théorème vrai pour tous les groupes inférieurs à G et je dois le montrer pour G lui-même. À l'ordre de G, je dois le montrer pour l'ordre de G lui-même. Et que, donc faut quand même que je suppose ça, que P puissance n divise l'ordre de K, on a l'existence d'un P silo dans ce groupe, qui est strictement inférieur à l'ordre de K. Donc l'hypothèse, je vais l'encadrer, hein, parce qu'elle est importante, on va s'en servir, il ne faudra pas l'oublier. Hypothèse de récurrence. Et donc là, on doit montrer, à partir de cette hypothèse, que c'est vrai aussi pour le cardinal de G. Donc en fait, on a deux cas possibles. Donc on va faire une preuve par dichotomie. Deux cas. Je vais noter I et I. Donc soit il existe un H donc, dans G. Donc là, je veux dire un sous-groupe propre. Donc qui ne touche pas G. Distinct de G. Et qui n'est pas l'ensemble vide. Qui n'est pas l'ensemble qui contient l'élément neutre. Tel que P puissance n divise l'ordre de H, ou soit j'ai sa négation, ou soit j'ai la négation de cette insertion. Pour tout H sous-groupe propre de G, on a P puissance n qui ne divise pas l'ordre de H. Montrons dans les deux cas que G possède bien un P silo.
que G possède un P silo. Donc possède un sous-ensemble S tel que le cardinal de S est égal à P puissance N, est égal à P puissance N, où P puissance N est la puissance maximale de G, d'un P silo. Voilà. Donc ça, je vais mettre dans un coin, on va se réutiliser tout à l'heure. Hypothèse, je vais vous la montrer souvent. Donc le point II. Donc mon premier cas. Mon premier cas, en fait, il est facile. S'il existe un H dans G tel que P puissance N divise l'ordre de H, alors puisque H est un sous-groupe propre de G, hein, c'est donné ça, alors par hypothèse de récurrence, et puis P puissance N divise l'ordre de H, par hypothèse de récurrence, on a qu'il existe un S dans H, là c'est plus K mais H, de cardinalité P puissance N. Donc on applique l'hypothèse de récurrence à K égale H. Par hypothèse de récurrence, il existe il existe S dans H tel que l'ordre de S est égal à P puissance N. Mais en fait, en particulier, S contient G, hein, puisque H est contenu dans G, S contient G. En particulier, S contient G. Donc G contient S comme P silo. Hein, G contient S comme P silo. Donc ce premier cas, on va l'exclure maintenant. Il n'y a plus d'intérêt de le supposer, puisque G contient S comme P silo. Donc maintenant, on va supposer le deuxième, donc la négation de celui-ci, puisque c'est une preuve par dichotomie. On va supposer que pour tout H dans G, on a P puissance N qui ne divise pas H. Et là, on doit montrer que G possède un P silo. Montrons que, supposons maintenant que on a P puissance N qui ne divise pas H. Mais je vous rappelle que par hypothèse, P puissance N divise l'ordre de G. Et je vais encore utiliser le théorème de Lagrange qui dit que l'ordre de G s'écrit comme l'indice de H dans G fois l'ordre de H. Donc par hypothèse, P puissance N divise l'ordre de G. Mais on a aussi supposé que P puissance N ne divise pas H. Donc on a G qui s'écrit comme l'indice de H dans G fois l'ordre de H. Donc l'ordre de G s'écrit comme l'indice de H dans G fois l'ordre de H, qui ne divise pas. On a ça et ça, donc forcément, P puissance N divise l'indice de H dans G. Hein? Par exemple, voilà. On est d'accord sur ça. Voilà, donc ça c'est par Lagrange. P puissance N, si on suppose ça, P puissance N divise l'indice de H dans G. Et là, on va utiliser la formule des classes. Lorsque l'action, en fait, est lorsque je fais agir G sur lui-même. Donc je vais faire agir G sur lui-même par l'action de conjugaison. Donc ça encore, je vais pas rappeler tout le temps la formule des classes, etc. Mais si je fais agir ça comme ça,
Alors on sait que la formule des classes est égale au cardinal de G, l'ordre de G, qui est égal au cardinal du centre de G, l'ordre du centre, plus la somme des orbites qui ne sont pas réduits à un point. Donc la somme de tous les orbites qui ne sont pas un point, et c'est aussi égal à l'indice du stabilisateur dans G. Donc ça, je suppose que cette formule est connue. C'est la formule des classes. C'est souvent comme ça qu'elle est appelée. Donc là, à partir de maintenant, je vais utiliser ça. Donc alors, je vais isoler ma formule des classes. Je vais juste isoler le cardinal l'ordre du centre. C'est égal à ça moins cette somme. Et attention, ça, je rappelle que c'est pour tout H dans G, et ça c'est pour tout H dans G. C'est important. J'ai oublié de faire rajouter mes quantificateurs. Donc c'est vrai pour tout H dans G, en particulier c'est vrai pour le stabilisateur de G, qui est toujours un sous-groupe de G. Dans ce cas-là, puisque stab de G de X est un sous-groupe de G, j'applique le fait, ce que j'ai encadré en bleu, donc avec H égale stab de P de X. Donc P puissance N divise l'indice du stabilisateur dans G. Donc en particulier, si je note T, le nombre de classes de conjugaison de taille plus grande que 1, donc ça aussi c'est les classes de conjugaison. Donc si par exemple je note T comme tout à l'heure pour la preuve de Cauchy, en fait les orbites dans ce sens-là, quand on fait agir G sur G, c'est les classes de conjugaison. Donc le nombre de classes de conjugaison telles que les classes les plus grandes que 1. Donc j'aime bien en fait quand je parle d'ensemble, je mets la cardinalité avec 2 barres. Et quand je parle d'ensemble, je mets le nombre comme ça. Donc je pose T, donc le nombre de classes de conjugaison de taille plus grand que 1. Alors, en fait, ma formule des classes s'écrit aussi comme l'ordre du centre fois l'ordre du G moins T fois le stabilisateur, l'indice du stabilisateur dans G. Ok. Et puisque ça, on a mentionné ça ici, ça divise ça. En fait, là, c'est un peu pareil que la formule, le théorème de Cauchy. Ça divise T fois le stabilisateur de G dans... Hop. L'indice du stabilisateur de G dans... Le stabilisateur de G dans G, dans grand G. Et aussi, par hypothèse, P puissance N divise le cardinal de G, l'ordre de G. Donc là, pareil, si je pose ça A et ça B, j'ai P puissance N qui divise A et P puissance N qui divise B. Ça implique que P puissance N est égal et divise A moins B.
par transitivité de la divisibilité. Et A moins B, là c'est plutôt B moins A. C'est juste le cardinalité, l'ordre du centre. Donc P puissance N divise l'ordre du centre. Ça implique que P divise l'ordre du centre. Ok? Et là, je vais utiliser le théorème de Cauchy. Bon, après, vous allez me dire, je veux montrer que le théorème de Sylow est une généralisation du théorème de Cauchy, mais j'utilise le théorème de Cauchy dans la preuve du théorème de Sylow. Donc pourquoi tu dis que le théorème de Sylow est une généralisation du théorème de Cauchy? Bon, là, c'est les questions qui sont très très pertinentes. Mais en fait, je vais répondre de la façon suivante. Il existe des démonstrations du théorème de Cauchy, de Sylow, du premier théorème de Sylow, qui ne font pas intervenir le théorème de Cauchy. Et donc c'est important de comprendre comment le premier théorème de Sylow implique le théorème de Cauchy. Donc là, brève de bavardage, par Cauchy, il existe un G dans le centre, tel que l'ordre de G est égal à P. Ok? Et maintenant, je vais considérer, en fait, H, le sous-groupe de G engendré par G. Dans le sous-groupe du centre, je vais considérons H, le sous-groupe défini comme le sous-groupe de G défini comme le sous-groupe engendré par petit g. Ok? Donc là, ça va être G, vu qu'il est d'ordre P, petit g, ça va être G puissance 1 jusqu'à G puissance P, qui est égal à E. Donc son ordre, l'ordre de H, car la cardinalité de H est égale à P. Si je considère ça. Et aussi, il vit où? Il vit dans Z2G, dans le centre. Tout sous-groupe qui vit dans un groupe abélien, vu que le centre de G est toujours un groupe abélien, par définition, en fait, c'est le plus grand groupe abélien que contient G, en fait, le centre. Tout sous-groupe qui est contenu dans un groupe abélien est un sous-groupe normal. Donc, puisque H est un sous-groupe de Z du centre et que le centre est abélien, H est un sous-groupe normal à G. C'est un sous-groupe. H est normal dans G. H est un sous-groupe distingué non, pas dans G, dans Z de G. Voilà. Et ainsi, je vais pouvoir considérer considérons ainsi le groupe quotient G par H, puisque H est un sous-groupe distingué dans G, je peux considérer le groupe quotient G quotienté par H. Et ainsi, on considère ce groupe. Ainsi, on peut considérer ça. Ok? Et induire la projection canonique pi qui va de G dans G quotienté par H, le groupe quotient de G par H, donc l'homomorphisme canonique surjectif de noyau H.
l'homomorphisme surjectif de noyau H. Et en fait là je vais encore utiliser Lagrange, hein. On a au moins utilisé 15 fois Lagrange depuis. L'ordre de G est égal à l'indice de H dans G fois l'ordre de H. Et l'ordre de H c'est quoi? C'est P puissance N. C'est P. C'est juste P. Hein, je vous rappelle, c'est le sous-groupe engendré par G. Et l'ordre de G est égal à P, par le théorème de Cauchy. Ok. Or, par hypothèse, P puissance N divise l'ordre de G. Donc, puisque l'ordre de G est égal à l'indice de H dans G fois P, P puissance N divise l'indice de H dans G fois P. Par définition de la divisibilité, il existe un cas entier tel que l'indice de H dans G fois P est égal à P puissance N fois K. Ainsi, l'indice de H dans G est égal à P puissance N fois K sur P, qui est égal à P puissance N moins 1 fois K. Et donc ainsi, P puissance N moins 1 divise l'indice de H dans G. Voilà. Donc ça, c'était important de voir ça, pour appliquer justement l'hypothèse de récurrence sur ce groupe. Puisqu'en fait, on a quoi? On a P puissance N-1 qui divise l'indice de H dans G, on vient de le voir. On a aussi le groupe quotient G quotienté par H, qui est un groupe. Ok. Et on a aussi que G quotienté par H, qui est égal au cardinal de G au sens théorie des ensembles sur le cardinal de H, qui est égal au cardinal de G sur P, qui est strictement plus grand au cardinal de G. Et ainsi, par hypothèse de récurrence, on a bien un groupe qui est strictement... Ah non, c'est pas strictement supérieur, là. Je divise par le même nombre. Strictement inférieur. On a un groupe strictement dont l'ordre est strictement inférieur à G, et tel qu'une puissance de P divise ce groupe. Donc il existe un P silo dans le groupe quotient G par dans le groupe quotient de G par H. Il existe un P silo dans ce groupe quotient d'ordre P puissance N-1. Par hypothèse de récurrence, par hyp de récurrence, il existe S dans le groupe quotient de G par H. Donc je vais le noter plutôt S', qui était égal à cette puissance. Et pour finir,
Enfin, pas pour finir, en fait. Il a la P puissance N, voilà. Donc ça, c'est pas puissance. Je vais poser. Posons. S. L'image réciproque de la projection canonique par S-1. S'. L'image réciproque de pi par S'. Et dans ce cas-là, on va avoir, par le premier théorème d'isomorphisme, que S' est isomorphe à S quotienté par H. Puisqu'en fait, ça c'est inclus dans S sans H. Et si je le considère par le premier théorème d'isomorphisme, si là je considère une projection S sur H, en fait là je le fais sortir ici pour qu'on voit mieux. Ça c'est un homomorphisme. Pi c'est un homomorphisme. Donc par le premier théorème d'isomorphisme, il existe un isomorphisme phi bar qui va, non là c'est S, non c'est H, qui va de S quotienté par H dans S'. Donc en particulier, S' est isomorphe, non juste S', pas S' est isomorphe à S quotienté par H, au sens isomorphisme. Cette notation c'est isomorphe. Donc en particulier, S' est équipotent dans le sens bijectif du terme, dans le sens de la théorie des ensembles. Deux groupes qui sont isomorphes, ils sont équipotents. C'est-à-dire qu'il existe une bijection entre les deux. Équipotent. Ah, là c'est juste des notions pour pas se S quotienté par H. C'est juste des notions assez standards c'est formel plutôt pour pas se mélanger les pinceaux. Donc en particulier ils ont la même cardinalité. La cardinalité d'un sous-groupe de S quotienté par H dans le sens théorie des ensembles, c'est la cardinalité de S sur H. Donc là c'est équivalent en isolant la cardinalité de S, l'ordre de S, comme la cardinalité de S' fois la cardinalité de H. La cardinalité de S', c'était égal à quoi? À P puissance N-1 par hypothèse de récurrence. Et la cardinalité de H, puisque c'était le sous-groupe engendré par G qui est d'ordre P, c'est égal à P. P puissance N-1 fois P est égal à P. Donc ce S silo est ce S P silo est le P silo de G recherché. Donc on a gagné. On a montré les deux cas. Voilà. Et maintenant, on peut donner une autre démonstration du théorème de Cauchy. Je vais vous montrer comment, en fait, le théorème de Sylow implique le théorème de Cauchy. Sauf qu'il faut faire attention, comme je l'ai dit, on s'est servi du théorème de Cauchy dans la preuve du théorème de Sylow. Donc, pour que ce que je dis là soit valable, il faut qu'on aille chercher une autre preuve du théorème de Sylow qui ne fait pas intervenir la preuve du théorème de Cauchy. Et ça, je vous mettrai dans la description. Il existe une preuve qui ne fait pas intervenir le théorème de Cauchy dans le théorème de Sylow. Mais là, je vais vous montrer directement qu'on peut vraiment atteindre Cauchy avec Sylow de manière très très simple. Alors donc je vais écrire corollaire du premier théorème de Sylow, le théorème de Cauchy.
Ok? Donc je rappelle ce qu'il affirme. Si j'ai un groupe fini, et P un premier, alors si P divise l'ordre de G, alors il existe un G dans grand G tel que l'ordre de ce petit g est égal à P. Donc le groupe contient au moins un élément d'ordre P. Ok, donc on va essayer de montrer ça en fait en utilisant que le théorème de Sylow. Donc, preuve. Alors supposons ce qui a supposé dans le théorème de Cauchy, et servons-nous de Sylow. Supposons que P divise l'ordre de G. Donc attends, soit j'ai un groupe et P1 premier, et soit P1 premier. Supposons que P divise l'ordre de G. Donc, par définition, il existe S et N, deux entiers qui appartiennent au produit cartésien de deux entiers naturels positifs. Tel que l'ordre de G est égal à P puissance N fois S, avec P et S promis entre eux. Hein, ça, c'est une notation pour dire que le PGCD de P et S est égal à 1. Ça, le truc comme ça, c'est promis entre eux. On le trouve pas souvent, mais c'est ça. Voilà. Donc, par le théorème de Sylow, par le premier théorème de Sylow, il existe G contient un P Sylow. Donc il existe un S dans G tel que l'ordre de S est égal à P puissance N. Ok. Et maintenant, je vais considérer un élément quelconque dans S qui n'est pas l'élément neutre. Et ça, on peut le prendre puisque P divise l'ordre de G et que N, il est strictement positif. Donc G, il n'est pas réduit à l'élément neutre. Donc soit Y appartenant à S privé quelconque. Hein. Je prends juste un élément dans S privé de E. On va observer la chose suivante. On est d'accord que l'ordre de Y est égal à P puissance K. K variant de 0 à N. Au mieux, j'ai pris un élément qui était générateur de S. K vaut N. Au pire, j'ai pris un élément qui n'était pas un générateur de S. Donc K est compris entre 0 et N-1. Alors, posons G égale Y puissance P qui est lui-même à la puissance K-1. N-1. Non, K-1. Là, c'est pas évident justement, mais si on pose un bon G, donc celui-ci, alors G est d'ordre P. Donc on va le vérifier quand même. Donc on a bien construit un G d'ordre P. On va vérifier pour que ça soit clair. Donc on doit vérifier que si je compose GP fois, on retombe sur l'élément neutre. Donc si G puissance P est égal à E, G puissance P est égal parce qu'on a posé à Y puissance P puissance K-1 puissance le tout P. Je vais juste l'écrire comme Y. Donc la puissance, je vais le faire intervenir à l'intérieur de ici.
Donc ça fait y pk fois p puissance. Là, je distribue k-1 à mon p. Et le p aussi. Ça fait l'élément neutre. Donc il me reste y fois p puissance k. Mais p puissance k, c'est l'ordre de y. Y puissance l'ordre de y est égal à e. Donc j'ai bien réussi à construire l'existence d'un élément dans mon groupe qui a pour ordre P, en supposant bien sûr que P divise l'ordre de mon groupe. Voilà. Donc merci pour votre attention et je publierai prochainement les démonstrations des théorèmes, des deuxième et troisième théorèmes de Sylow. Et ensuite, je vais faire plein d'exercices et des applications qu'on peut faire à partir de ces trois théorèmes. Merci à vous. Au revoir.